Le bonheur, après tout, est une activité originale aujourd'hui. La preuve est qu'on a tendance à se cacher pour l'exercer. Pour le bonheur aujourd'hui, c'est comme pour le crime de droit commun. N'avouez jamais. Ne dites pas comme ça, sans penser à mal, ingénument, je suis heureux. Car aussitôt, vous verriez autour de vous, sur des lèvres retroussées, votre condamnation. Ah, vous êtes heureux, mon garçon. Et que faites-vous des orphelins du Cachemire ou des lépreux de la Nouvelle-Zélande qui ne sont pas heureux, eux? Et aussitôt, nous voilà tristes comme des cure-dents. Pourtant, moi, j'ai plutôt l'impression qu'il faut être fort et heureux pour bien aider les gens dans le malheur. Quelle ville contient à la fois toutes ces richesses offertes à longueur d'année? La mer, le soleil, le sable chaud, les géraniums, les bois d'olivier et d'eucalyptus en touchent le bonheur. Je ne pourrai jamais vivre en dehors d'Alger. Je voyagerai car je veux connaître le monde, mais j'en ai la conviction ailleurs, je serai toujours en exil. Alger, cité source, cité refuge, trop blanche et trop énigmatique à la fois. Éternel abri des pirates ténébreux et des triomphes solaires. Aujourd'hui, comme au début de ce siècle, la lumière y dispense et y masque par intermittence la pauvreté autant que la barbarie, la flamboyance comme la malédiction. Pendant des siècles, le goût du bonheur y est cependant resté le même. Et c'est bien là, finalement, dans cet irrépressible et redoutable goût du bonheur, qu'il faut peut-être découvrir le vrai secret d'une vie et d'une œuvre entièrement consacrée à la révolte contre tout ce qui, au nom des dieux, de l'histoire ou de la fatalité, empêche l'homme d'être heureux. On eut bien étonné en tout cas le petit Albert Camus, né en 1913 en Algérie française, en lui suggérant que le bonheur pouvait disparaître. Pauvre parmi les pauvres, enfant parmi les enfants, pas plus que ses petits camarades du quartier de Bellecour, il n'associe le bonheur à l'aisance, à la sécurité ou à on ne sait quel statut social. Le bonheur n'est rien d'autre que cet état d'innocence enfantine, réchauffé par le soleil et par les promesses parfumées des rivages devinés. Un état que Camus ne cessera jamais d'idéaliser par le souvenir. J'ai grandi dans la mer et la pauvreté m'a été fastueuse. Puis j'ai perdu la mer et tous les luxes m'ont paru gris et la misère intolérable. Fastueuse la pauvreté? Grâce sans doute aux saveurs des lumières solaires. Sinon, quel adjectif royal pour qui loge dans un appartement de 3 pièces, sans eau courante, sans électricité, sans aucun livre. Retenez bien cela, dira plus tard Camus, personne autour de moi ne savait lire. On habite ici à 5, parfois à 7, sous la férule d'une implacable grand-mère. Au mur, un seul portrait, celui du père mort tout jeune à la guerre de 14. Pas d'image pieuse, pas de crucifix protecteur. Le petit Camus voit sa mère se rendre chaque matin chez les autres pour y faire des ménages. Une femme douloureuse, enfermée dans sa surdité, et dont le silence oscille entre l'absence et l'amour. Ils sont assis face à face,
en silence, et leurs regards se rencontrent. Alors, maman. Alors voilà, tu t'ennuies. Je ne parle pas beaucoup. Oh, tu n'as jamais beaucoup parlé. Et un beau sourire sans lèvres se fond sur son visage. C'est vrai, il ne lui a jamais parlé. Mais quel besoin, en vérité. À se taire, la situation s'éclaircit. Il est son fils, elle est sa mère, elle peut lui dire « tu sais ». Mais il faut voir que c'est quelqu'un qui n'a pas eu la culture au biberon. La langue française, ça a été un acquis pour lui. Elle n'est pas arrivée quand il est né. Sa mère parlait très mal, son oncle était sourd-muet. Et lui, dans la rue, il avait un langage de voyou de la rue. Donc, il y a cet aspect-là des choses, c'est-à-dire qu'il a essayé de canaliser, de tenir, et il avait un grand respect pour cette langue, puisqu'il a eu tellement de mal à l'acquérir. Ensuite, je pense que c'était quelqu'un qui était fantastiquement sensuel, qui aimait vraiment la vie, mais qui avait aussi, et peut-être à cause de son enfance et du dénuement dans lequel il a été éduqué, une part de lui-même qui tenait beaucoup à l'austérité. La vie facile était quelque chose d'extrêmement dangereux. C'est ce qu'on a appris, nous, en tout cas. Enfin, le sentiment que j'ai, c'est que la facilité est dangereuse. Aujourd'hui comme hier, il arrive que l'école, pour les pauvres en tout cas, soit un royaume. Le petit Albert s'y épanouit, s'y affirme. Un instituteur à l'ancienne, Louis Germain, à la fois substitut du père et du curé, le distingue, le fait travailler en dehors des cours et, contre le gré de la grand-mère, lui obtient une bourse. Le destin de Camus bascule. Il ne sera pas ouvrier tonnelier dans le quartier. Il ira au lycée. Il abandonne ses frères en innocence et en misère. Camus fera de Louis Germain l'un des héros de la peste et lui dédicacera son discours du prix Nobel, 33 ans plus tard. À 14 ans au lycée, il découvre l'inégalité partout, sauf au football, sa première passion. Sur un stade, on ne vous demande pas s'il y a l'eau courante à la maison ou si votre mère travaille chez les riches. On joue bien ou on joue mal. Lui joue bien. Il choisit d'être gardien de but. Solitaire dans sa cage, mais solidaire du reste de l'équipe. Une double attitude qui deviendra une ligne de vie. Je n'ai connu que dans les sports d'équipe, au temps de ma jeunesse, cette puissante sensation d'espoir et d'exaltation qui accompagne les longues journées d'entraînement jusqu'au jour du match, victorieuse ou perdue. Et vraiment, le peu de morale que je sais, je l'ai appris sur les scènes de théâtre et dans les stades de football qui resteront mes vraies universités. Camus oublie ici une autre université, celle de l'ivresse des bains de mer qui lui donne, dit-il, un avant-goût de l'étreinte des corps et de la sensualité. Il explose de vitalité. Peut-on être plus heureux quand on a 17 ans à Alger? Il entre dans la classe de philosophie de Jean Grenier, enivré de culture et d'amour. Il se croit béni des dieux. Camus a 17 ans lorsque, pour la première fois, il crache du sang. À l'hôpital Mustapha, le diagnostic est définitif. Tuberculose pulmonaire, ulcéro-caséeuse droite. Interdiction absolue de s'exposer au soleil. Pas d'antibiotiques à l'époque pour le soigner. Il est condamné. Désormais, la menace de la mort ne le quittera plus. Ce n'est pas moi qui renonce aux êtres et aux choses, je ne le pourrai pas. Ce sont les êtres et les choses qui renoncent à moi. Ma jeunesse me fuit. C'est cela, être malade. Après la mort du père et la pauvreté, la maladie. Décidément, si Dieu existe, il n'a pas d'excuse. Seule une rage de vivre pourrait triompher de la terreur de la mort. L'absurde n'est rien d'autre que cet affrontement. Pour les Algériens musulmans, en cette année 1930, l'absurde a un autre visage. Celui cocasse ou tragique qui surgit dans les rues d'Alger.
avec les gibus qui ornent les crânes des officiels. Que se passe-t-il? Le président Gaston Doumergue célèbre, et avec quelle bonne conscience, le centenaire de l'Algérie française. Retombée inattendue de la tuberculose. C'est elle qui fait entrer Camus en littérature. Il passe en effet sa convalescence chez l'oncle Acco, un boucher anarcho-voltairien. Dans sa bibliothèque se côtoient Anatole France, Valéry, Zola et même Joyce. Camus dévore tout goulûment. Mais c'est un an plus tard, à 18 ans, que son professeur Jean Grenier lui offre La douleur d'André de Richaud. C'est le départ d'une vocation, d'un destin. Je n'ai jamais oublié ce beau livre qui fut le premier à parler de ce que je connaissais. Une mère, la pauvreté de beau ciel. La noblesse des miens, leur misère, mes secrets, enfin tout cela pouvait donc se dire. Une heureuse maladie m'avait détaché de mes plages et de mes plaisirs. Je lus en une nuit, selon la règle, et au réveil, nanti d'une étrange et neuve liberté, j'avançais, hésitant sur une terre inconnue. Camus commence des études de lettres et va connaître 2 années de tentations contradictoires, d'exil intérieur et de fuite dans tous les sens. Ce désordre finit par avoir un visage, celui d'une jeune fille. Simone Yé, elle est fille de médecin, de la haute, comme on dit alors. La vie libertine et sauvage de cette beauté du diable finira dans le romantisme désespéré des paradis artificiels. Camus accède à l'univers des bourgeois universitaires et des pieds noirs affranchis. Il soigne sa mise et se coiffe comme les acteurs des films policiers de l'époque. Mais aucun dandysme ne saurait longtemps enfermer une âme fière et grave dans un quelconque reniement de ses origines. Très vite, Camus a peur d'avoir eu honte des siens et il a honte d'avoir eu honte. Il livre dans L'envers et l'endroit une méditation émue et chuchotée sur la dignité des humbles, leur obstination désenchantée, sur Bellecour et bien sûr sur sa mère. Il évoque le besoin de retrouver ces 2 ou 3 images simples et grandes sur lesquelles le cœur une première fois s'est ouvert. Plus tard, en pleine gloire, il écrira que s'il n'arrive pas à restituer ces images, c'est qu'il aura échoué sur l'essentiel. L'envers et l'endroit est publié en 1937 à 350 exemplaires par Edmond Charlot, l'éditeur libraire des vraies richesses, où déjà autour de Camus on fait cercle. Je n'avais jamais connu la maison de Camus. Il était très secret, il parlait jamais de sa famille. Et ce n'était pas un homme à étaler ses petites misères, non, ce n'est pas du tout ça. Par contre, il a, je crois, été très marqué par le fait que cette tuberculose lui a empêché de se présenter au concours d'agrégation. Au printemps, Tipaza est habité par les dieux, et les dieux parlent dans le soleil et l'odeur des absinthes. La mer cuirassée d'argent, le ciel bleu et cru, les ruines couvertes de fleurs, et la lumière à gros bouillons dans les amas de pierre. À certains points, à certaines heures, la campagne est noire de soleil. Un des premiers textes de Camus s'ouvre sur une phrase de Gide, comme le tuberculeux, païen et panthéiste. J'ai souhaité être heureux comme si je n'avais rien d'autre à être. En état de convalescence émerveillée, Camus célèbre à Tipaza ses noces avec une nature exaltée. Mais ses nourritures ne sont pas que terrestres. Dans la mer où il s'épuise, Camus et ses complices de plaisir éprouvent une sensualité quasi mystique. Tout ce qui exalte la vie accroît en même temps son absurdité. Dans l'été d'Algérie, j'apprends qu'une seule chose est plus tragique que la souffrance, et c'est la vie d'un homme heureux. Révolte ouvrière en Espagne, défi grandissant des nazis et de leurs bêtes immondes,
Toute la génération de Camus est basculée, immergée dans ce sinistre visage de l'histoire. Comme tous les orphelins de la guerre de 14, Camus s'était juré de dire un nom définitif à toute guerre. Mais désormais l'idée s'impose, sournoisement, qu'il va falloir corriger la passion du bonheur par une résignation accablée à la violence. Cette irruption du tragique, Camus choisit de la traduire d'abord sur une scène de théâtre. Avec des amis, il monte dans un baraquement de Bab el-Oued, le théâtre du travail. C'est la découverte de la vie en groupe, des fêtes les soirs de général et, selon Camus, d'un lieu où, plus que tout autre, la vie est vraie. Premier spectacle, l'adaptation du Temps du mépris d'André Malraux en 1935. Ce n'est pas le meilleur livre de l'écrivain, mais c'est en littérature le premier témoignage contre le nazisme. Malraux est communiste, Camus entre au PC en 1935. Vous comprenez quels peuvent être mes doutes et mes espoirs. J'ai un si fort désir de voir diminuer la somme des malheurs et d'amertume qui empoisonnent les hommes. Camus est chargé de la lutte des militants arabes. C'est son premier engagement dans la politique. Il quittera le PC 2 ans plus tard, quand ce dernier rompra avec le Parti populaire algérien, le parti indépendantiste de Messali Hadj. En 1938, il devient journaliste à Alger Républicain, dirigé par Pascal Piat, un ami de Malraux, dont le père est mort lui aussi à la guerre. Camus s'engage immédiatement. Il défend les prolétaires, les républicains espagnols et surtout les musulmans. Sa série d'articles en juin 1939, Misère de la Kabylie, dénonce pour la première fois leur scandaleux abandon. Camus découvre qu'il y a une misère à l'intérieur de la misère et que le soleil ne dispense pas à tous la même lumière. Le journalisme lui permet de dire haut et fort ce que son œuvre encore embryonnaire dit en profondeur à quelques-uns. Il s'en souviendra. Tous ceux qui ont parlé d'Algérie ensuite ont pu le remercier d'avoir éveillé la justice partout, chez nous. Alors que nous étions dans un pays d'injustice et on n'entendait que de la haine, pas de la haine, mais du mépris autour de nous. Il a bien rectifié les choses. Il était le premier qui parlait de justice et de dignité pour des Arabes. Et si, pour des Arabes. Déclaration de guerre. Camus veut s'engager. On le déclare inapte. Il est tuberculeux et cela devient une identité. Il redouble alors d'ardeur polémique au Soir républicain. Le gouverneur général interdit le journal et de plus s'oppose à ce que Camus trouve un autre emploi. C'est l'exil, c'est la séparation, c'est l'heure des adieux à sa mère, aux absinthes de Tipaza, au goût du sel sur la peau, à la jeunesse. Camus débarque à Paris en mars 1940. Il rejoint Pascal Piat à Paris Soir. En pleine drôle de guerre, il loge dans un petit hôtel borgne de Montmartre. Je t'écris dans la nuit. Je viens de terminer mon roman et je suis trop énervé pour songer à dormir. Je n'ai jamais rien écrit avec cette continuité, cette facilité. C'est la seule chose qui puisse me mettre au-dessus de moi et je crois que je pardonnerai tout à Paris pour m'avoir permis de vivre ainsi enfermé tout entier dans ce que je faisais. Le 9 juin, c'est l'exode général du journal vers Clermont-Ferrand. Sa petite voiture échappe plusieurs fois au bombardement allemand. Il s'empresse de vérifier dans le coffre que son manuscrit y est toujours. C'est celui de l'étranger. Replié sur Lyon, il se marie en décembre 1940 avec Francine Faure, musicienne, professeure de mathématiques,
cette belle jeune femme à la démarche féline irradie une générosité attentive. Paris soir licencie, ils s'embarquent tous deux pour Oran. Camus a 29 ans. Victime d'une rechute de tuberculose, obligé de quitter l'Algérie pour se soigner, il se repose en zone libre près de Saint-Étienne, quand L'étranger, que Piat avait transmis à Gallimard par l'intermédiaire de Malraux, est publié à Paris en octobre 1942. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier. La jeunesse littéraire parisienne va bientôt murmurer ses premières lignes, après tout indifférentes, de ce texte si bref et si sec. L'étranger n'est pas l'histoire d'un homme étrange, mais celle de l'homme absurde, et toute l'originalité de ce fait divers où un pied noir tue sans raison apparente un arabe, se réfugie dans un style d'une neutralité et d'une distance amorale. Par-delà le bien et le mal, on ne sait plus ce qui est juste ou faux. On est frappé par ce qui est. J'ai fait un pas, un seul pas en avant. Et cette fois, sans se soulever, l'arabe a tiré son couteau qu'il m'a présenté dans le soleil. La lumière a giclé sur l'acier et c'était comme une longue lame étincelante qui m'atteignait au front. C'est alors que tout a vacillé. La mer a charrié un souffle épais et ardent. Il m'a semblé que le ciel s'ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu. Tout mon être s'est tendu et j'ai crispé ma main sur le revolver. La gâchette a cédé. J'ai touché le ventre poli de la crosse et c'est là, dans le bruit à la fois sec et assourdissant, que tout a commencé. J'ai secoué la sueur et le soleil. J'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour, le silence exceptionnel d'une plage où j'avais été heureux. Alors j'ai tiré encore 4 fois sur un corps inerte où les balles s'enfonçaient sans qu'il y parût. Et c'était comme 4 coups brefs que je frappais sur la porte du malheur. En 1938, Camus avait pensé à se suicider. 4 ans plus tard, une phrase ouvre le mythe de Sisyphe. Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Sisyphe, saisi par le tragique de la condition humaine, exorcise non seulement la tentation du suicide, mais aussi celle du salut. Ce qu'il nomme extase de lucidité lui donne le courage de remonter tous les jours son rocher. Il se résigne enfin au péché sans Dieu. Il incarne la solitude et l'orgueil de l'homme. Il assume l'absurde qu'annonçait l'étranger. L'écriture de l'absurde terminée, Camus se trouve à nouveau disponible pour l'engagement. Donner un sens à son action. Il ne pensait pas jusque-là qu'on pût le faire de cette manière si cohérente. Mais le mal en face de lui est si net qu'on ne peut plus transiger. Cette guerre n'a pas cessé d'être absurde. Mais on ne peut pas se retirer d'un jeu quand le jeu devient mortel. Je m'étais donné un délai pour être plus libre ensuite de vivre sans mesure. Mais c'était une façon de me donner du confortable. Il entre dans le réseau combat toujours grâce à Pascal Piat en 1943. Il a de faux papiers, il joue un rôle essentiel dans la presse de la résistance. Il découvre la fraternité clandestine, exaltante mais tragique. Plusieurs membres du réseau sont déportés ou fusillés. Camus s'installe dans Paris occupé et devient lecteur chez Gallimard. Gide lui prête son appartement. Il y a une grâce pour les jeunes dieux. Quel mystère les fait se regrouper un jour autour de Picasso qui vient d'écrire une farce, Le désir attrapé par la queue. Photographe Brassailles, metteur en scène Camus, acteur Léris, Queneau, Sartre, Beauvoir.
Ils vont tous adopter Camus qui, lui, rencontre cette année-là Maria Casares. Coup de foudre. Début d'une grande passion pour une grande, très grande tragédienne. Il a fallu 5 années de lutte obstinée et silencieuse pour qu'un journal né de l'esprit de résistance, publié sans interruption à travers tous les dangers de la clandestinité, puisse paraître enfin au grand jour dans un Paris libéré de sa honte. Mais le temps qui vient maintenant est celui de l'effort en commun. La tâche qui nous attend est d'un tel ordre et d'une telle grandeur qu'elle nous contraint de faire taire le cri de notre joie pour réfléchir aux destinées de ce pays pour lequel nous nous sommes tant battus. Ces années n'ont pas été inutiles. Les Français qui y sont entrés par le simple réflexe d'un honneur humilié en sortent avec une science supérieure qui leur fait mettre désormais au-dessus de tout l'intelligence, le courage et la vérité du cœur humain. Ayant commencé par la résistance, ils veulent en finir par la révolution. Camus est rédacteur en chef de Combat. Il ne faisait que séduire, désormais il intimide. Insensiblement, le militant exalté du bonheur est devenu contre son gré un maître à penser. On le cite, on se réfère à lui, on l'invoque. Au journal, l'ambiance de camaraderie lui rappelle sa troupe théâtrale algéroise. Je vais vous faire des choses emmerdantes, mais jamais des choses dégueulasses. Le lecteur mérite 2 choses, que l'on ne l'ennuie jamais, et que l'on parle aussi parfois à son intelligence. Camus est avec Gide quand est annoncée la capitulation de l'Allemagne. On peut enfin et à nouveau être disponible pour le bonheur. Mais au même moment, à la même heure, à Sétif en Algérie, le défilé de la victoire dégénère. Plusieurs morts du côté européen. La répression est sans pitié. Plusieurs milliers d'Algériens sont abattus en quelques jours. Seul Camus, dans Combat, dénonce ce qui se passe. Il se rend sur place. Ses amis algériens ne veulent plus entendre parler de la nationalité française, de l'assimilation, de l'intégration. Ces articles témoignent d'une lucidité désespérée. En ce mois de mai 1945, pour Camus, l'Algérie française est morte. Quelques mois plus tard, il écrit à propos de la torture à Madagascar: « Le fait est là, clair et hideux à la vérité. Nous faisons dans ce cas-là ce que nous avons reproché aux Allemands de faire. » Il est encore le seul à dénoncer l'indécence qu'il y a à se réjouir de l'explosion de la bombe atomique d'Hiroshima. La victoire sur le nazisme n'est décidément pas la fin de l'histoire. Le bonheur, raison d'être de l'homme, est assiégé. Mais un nouveau mythe hante les esprits, celui de la révolution. Il ne procure pas le bonheur, il le promet. Dans les caves de Saint-Germain-des-Prés, on célèbre dans une allégresse libérée les pensées à la mode. Le mot existentialisme est associé à de grandes bacchanales qui ne sont boudées ni par Sartre ni par Camus. Sartre est moins beau, moins don Juan que Camus, mais il est le normalien, l'agrégé, le philosophe, le génie. Il ne cesse de dire du bien de Camus, on associe leurs 2 noms. Camus proteste en riant, Sartre rectifie avec sérieux. Pour lui, l'absurde, c'est ce hasard qui a jeté l'homme dans le monde et qui aurait pu ne pas le faire. Pour Camus, l'absurde, c'est l'opposition entre une passion, celle de l'homme, et un silence, celui du monde. Camus ajoute à son charisme en faisant représenter sa dernière pièce Caligula, selon lui une tragédie de l'intelligence. Gérard Philipe y incarne un empereur nihiliste.
Il pousse la démence jusqu'à tuer tous ceux qu'il aime par goût de l'absolu. Il prétend imiter Dieu qui, lui, dispose du bonheur, de l'immortalité et même de la lune. Caligula, ce monde tel qu'il est fait n'est pas supportable. J'ai donc besoin de la lune ou du bonheur ou de l'immortalité, enfin de quelque chose qui soit dément peut-être, mais qui ne soit pas de ce monde. Héligon, c'est un raisonnement qui se tient. Mais en général, on ne peut pas le tenir jusqu'au bout. Caligula se levant, tu n'en sais rien. C'est parce qu'on ne le tient jamais jusqu'au bout que rien n'est obtenu, mais il suffit peut-être de rester logique jusqu'à la fin. « 55 ans plus tard, Michel Bouquet se souvient encore du personnage de Scipion qu'il interpréta à l'époque. Le personnage dit « Mon malheur est de tout comprendre ». Et ce qui est magnifique, et ce qui fait que Camus peut-être avait une affection particulière pour ce personnage, c'est que lui était dans le même cas. Évidemment, il comprenait tout depuis l'enfance, mais il était très heureux. Il était très heureux dans la lucidité, quoique la lucidité peut donner beaucoup de désespérance, mais il était extrêmement heureux. En tout cas, moi, je l'ai toujours vu, je veux dire, je l'ai toujours senti et vu comme un être heureux, mais je l'ai toujours vu au théâtre. Je ne l'ai jamais vu en dehors du théâtre. 1946, Camus a une rechute de tuberculose. Pour lui, c'est aussi l'année où le dernier espoir de bonheur, la Révolution, s'éloigne à tout jamais. Arthur Koestler, un ancien communiste, l'auteur du Zéro et l'infini, témoigne. Il existe aujourd'hui en Union soviétique des camps qui rappellent ceux de l'Allemagne nazie. Cette certitude s'installe et soudain enténèbre l'espérance. Que faire? Comprendre les soviétiques au nom de la fin de l'histoire et au nom du bonheur promis? Camus s'y refuse, sèchement. Désormais, il va s'éloigner de plus en plus des intellectuels, sa famille, qui reste solidaire des communistes, fréquentés pendant la Résistance. Le 10 juin 1947 sort La Peste, une semaine après que Camus eut quitté Combat. Toute sa vision de la condition humaine est là, non celle de Malraux sauvé par l'héroïsme, mais celle qui garde toujours au cœur la nostalgie du bonheur. Dans une ville assiégée par une épidémie, quelques êtres exemplaires font face, grâce à la compassion, grâce à la solidarité. Le docteur se souleva un peu et demanda si Tarou avait une idée du chemin qu'il fallait prendre pour arriver à la paix. Oui, la sympathie. En somme, dit Tarou avec simplicité, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on devient un saint. Mais vous ne croyez pas en Dieu? Justement. Peut-on être un saint sans Dieu? C'est le seul problème concret que je connaisse aujourd'hui. Pascal Piat, l'ami de toujours, reproche à Camus d'avoir donné avec La Peste des raisons de vivre, une trahison pour un nihiliste comme lui. Les communistes accusent Camus d'être encensé par la droite, donc d'être à son service. Les hussards de l'extrême droite littéraire affectent de se demander si cette morale de Croix-Rouge d'un Saint-Exupéry athée ne dissimule pas un philosophe pour classe terminale. Il n'empêche, le succès est foudroyant. Camus a touché au cœur une sensibilité collective. Qu'est-ce qui pourrait altérer une si insolente réussite dont le bonheur est l'accomplissement? À ce moment-là, rien d'autre que la pernicieuse tuberculose qui le fait encore une fois se réfugier avec sa femme et ses deux jumeaux chez les Gallimard, sa famille, sa tribu, où il retrouve Michel, son compagnon de sanatorium. C'est dans une fièvre créatrice sans pareille, travaillant 10 heures par jour, qu'il termine un essai explosif. L'homme révolté est celui qui dit non au monde tel qu'il est et qui refuse la légitimation du meurtre au nom d'un bonheur hypothétique à venir. La fin ne peut jamais justifier les moyens.
L'homme refuse le monde tel qu'il est et pourtant il n'accepte pas de lui échapper. Loin de vouloir toujours l'oublier, il souffre au contraire de ne point le posséder assez. L'absolu ne s'atteint, ni surtout ne se crée à travers l'histoire. Chacun peut-être cherche pour tous cet absolu, mais la société et la politique ont seulement la charge de régler les affaires de tous, pour que chacun ait le loisir et la liberté de cette commune recherche. L'histoire ne peut plus être dressée alors en objet de culte. Dans son plus grand effort, l'homme ne peut que se proposer de diminuer arithmétiquement la douleur du monde. La Russie est aujourd'hui une terre d'esclaves balisée de miradors. Que ce régime concentrationnaire soit adoré comme l'instrument de la libération et comme une école de bonheur futur. Voilà ce que je combattrai jusqu'à la fin. Nous n'avons pas besoin d'espoir, nous avons seulement besoin de vérité. Dans L'homme révolté, Camus, bravant les modes et réhabilitant l'éthique, s'oppose résolument à la philosophie qui justifie le meurtre au nom d'une histoire divinisée. Les intellectuels de gauche parisiens, alors adorateurs de l'histoire, n'y voient qu'un angélisme suspect et apolitique. Une violente critique du livre paraît dans Les Temps modernes, dirigée par son ami Jean-Paul Sartre. Surpris, blessé, Camus riposte. Sartre décide alors de rompre. Je condamne comme vous les camps de concentration, mais je condamne tout autant l'exploitation que les capitalistes et les bourgeois ne manquent pas d'en faire. Monsieur le directeur, on ne décide pas de la vérité d'une pensée selon qu'elle est à droite ou à gauche, et encore moins selon ce que la droite ou la gauche décide d'en faire. Si enfin la vérité me paraissait à droite, j'y serais. Mon cher Camus, notre amitié n'était pas facile, mais je la regretterai. Dites-moi, Camus, par quel mystère ne peut-on discuter vos œuvres sans ôter ses raisons de vivre à l'humanité? Je dis textuellement que Marx a mêlé dans sa doctrine la méthode critique la plus valable et le messianisme utopique le plus contestable. Il se peut que vous ayez été pauvre, mais vous ne l'êtes plus. Vous êtes un bourgeois, comme Janson et comme moi. Vous ressemblez d'assez loin à Saint Vincent de Paul ou à une sœur des pauvres. Et la misère ne vous a chargé d'aucune commission. Et si votre livre témoignait simplement de votre incompétence philosophique, je n'ose vous conseiller de vous reporter à l'être et le néant. La lecture vous en paraîtrait inutilement ardue. Je suis un peu fatigué de me voir, ainsi que des vieux militants qui n'ont jamais rien refusé des luttes de leur temps, recevoir sans trêve des leçons d'efficacité de la part de censeurs qui n'ont jamais placé que leur fauteuil dans le sens de l'histoire. Vous étiez l'admirable conjonction d'un homme, d'une action et d'une œuvre. En 1944, votre personnalité était l'avenir. En 1952, elle est le passé. Vous ne vivez plus qu'à moitié parmi nous. J'espère que notre silence fera oublier cette polémique. Là, il s'est senti vraiment très atteint. Et ça y est, il avait un bureau, il travaillait dans la maison d'édition. Moi, j'y étais aussi, forcément. Et je l'ai vu ce matin-là. C'est quelque chose d'ailleurs dont je me suis toujours reproché personnellement. Faire le tour des bureaux, comme ça, mais sans dire qu'est-ce que vous pensez. Il ne disait pas qu'est-ce que vous pensez entre Sartre et moi, qui a raison, qui a tort. Non. Il passait, comme il était plutôt bon camarade, comme ça, il était toujours assez bien reçu dans les bureaux. Quand il venait, il plaisantait, il était gentil, agréable. Et là, il passait et il était très pâle. Et il attendait que quelqu'un lui dise... non pas qu'il avait raison, non pas ça, il s'en foutait, c'est pas ça qui l'importait, mais que quelqu'un vienne lui taper un peu sur l'épaule, le côté, et c'était pas trop comme ça. Hein. Il est connu que les intellectuels, qui sont rarement aimables, arrivent difficilement à s'aimer entre eux, non. Mais voilà, dans la société intellectuelle, je ne sais pourquoi, j'ai toujours l'impression d'être coupable. Il me semble toujours que je viens d'enfreindre une des règles du clan. Cela m'enlève du naturel, bien sûr, et privé de naturel, je m'ennuie moi-même. Seuls Miloche et Octavio Paz, inconnus à l'époque, soutiendront Camus.
Tous les trois auront le prix Nobel. Cette nuit, entre minuit et 7 heures du matin, simultanément, des bandes armées ont attaqué en 15 points du territoire. J'ai mal à l'Algérie, dit Camus le 1er novembre 1954. Comme on dit, j'ai mal au poumon. Il estime avoir donné dans le passé toutes les preuves de son anticolonialisme. Il refuse aujourd'hui que l'on répare l'injustice de la colonisation au détriment des musulmans par l'injustice de l'indépendance au détriment des Européens. Mais il était irréaliste de penser que le destin de l'Algérie pourrait être différent de celui de la Tunisie ou du Maroc. Je crois qu'il y a une communauté possible et qui vaut infiniment mieux que toute séparation, sous quelque forme qu'elle se fasse. Et cette communauté ne peut être basée, selon moi, que sur une solution de fédéralisme. Je veux dire que chaque communauté, qu'elle soit arabe, française ou berbère, peut être représentée sur des bases d'égalité et de justice à l'intérieur d'une assemblée qui reste à définir. Voilà quelle est ma solution. Le 22 janvier 56, contre tout réalisme, il lance à Alger, pathétique, presque religieux, un appel à la trêve civile. À l'extérieur de la salle, un millier de pieds noirs crie « À mort Camus !» Ferhat Abbas, le futur président de la République algérienne, lui donne l'accolade, en vain. 2 semaines plus tard, Guy Mollet se rend à Alger. Camus est à l'Express où il est entré depuis un an pour soutenir Mendès France. Quand, en présence de François Mauriac, explosent à la radio les cris de triomphe des pieds noirs qui jettent des tomates sur le président du Conseil. Au remous succédèrent les empoignades. On devait le soir dénombrer des blessés des deux côtés. Devant la violence de la manifestation, la police dut employer les grenades lacrymogènes. Quand l'ordre est donné aux policiers de ne plus contenir les manifestants, le visage de Camus se décompose. Hélas, je connais les miens. Je sais de quoi ils sont capables quand on leur cède. On ne pourra plus rien faire à partir de ce jour en Algérie. Tout va se passer dans le sang. Il va falloir que des Français tirent sur des Français. Et je ne veux pas me mettre dans aucun des deux camps. Camus s'impose un silence dans les médias. Il évite même la compagnie de ceux de ses amis qui restent trop proches des insurgés. Pourtant, il intervient discrètement pour sauver plusieurs nationalistes algériens condamnés à mort. Derrière les images de l'écrivain français le plus vendu à l'étranger, le drame est là qui sournoisement le ronge. Francine, sa femme, est malade. Francine est neurasthénique. Francine a tenté de se suicider. Elle est une témoin vivante de ses errements. C'est que la véritable statue du commandeur, la sanction infligée à Don Juan, ce n'est pas Dieu, c'est la souffrance de la femme que l'on prétend aimer avec d'autres. La chute sort en mai 56. Dans ce texte, Camus s'y dévoile, s'y flagelle et s'y dérobe en même temps. La tentative de suicide de Francine inspirera un cri anonyme, un soir au bord de l'eau. J'avais déjà parcouru une 50aine de mètres à peu près, lorsque j'entendis le bruit qui, malgré la distance, me parut formidable, d'un corps qui s'abat sur l'eau. Je m'arrêtai net, mais sans me retourner. Presque aussitôt, j'entendis un cri, plusieurs fois répété, qui descendait lui aussi le fleuve, puis s'éteignit brusquement. Le silence qui suivit dans la nuit soudain figée me parut interminable. Je voulus courir et je ne bougeais pas. Je tremblais, je crois, de froid et de saisissement. Je me disais qu'il fallait faire vite et je sentais une faiblesse irrésistible envahir mon corps.
J'ai oublié ce que j'ai pensé alors, trop tard, trop loin, ou quelque chose de ce genre. J'écoutais toujours, immobile, puis, à petits pas, sous la pluie, je m'éloignais. Je ne prévins personne. Le 17 octobre 1957, Camus reçoit comme un coup sur la nuque le prix Nobel. Francine l'accompagne à Stockholm. À sa nouvelle amie, Camus confie « Francine a été à la peine, il est normal qu'elle soit à l'honneur ». À 44 ans, il est le plus jeune prix Nobel de littérature après Rudyard Kipling. Il déclare que le prix Nobel récompense d'abord la France et ensuite le Français d'Algérie qu'il est. Il ajoutera même « Je n'ai jamais rien écrit qui ne se rattache de près ou de loin à la terre où je suis né. C'est à elle et à son malheur que vont toutes mes pensées. » Sire, Madame, Altesse royale, Mesdames, Messieurs, en recevant la distinction dont votre libre académie a bien voulu m'honorer, ma gratitude était d'autant plus profonde que je mesurais à quel point cette récompense dépassait mes mérites personnels. Comment un homme presque jeune, riche de ses seuls doutes et d'une œuvre encore en chantier, habitué à vivre dans la solitude du travail ou dans les retraites de l'amitié, n'aurait-il pas appris avec une sorte de panique un arrêt qui le portait d'un coup seul et réduit à lui-même au centre d'une lumière crue? Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Héritière d'une histoire corrompue, où se mêlent les révolutions déchues, les techniques devenues folles, les dieux morts et les idéologies exténuées, où de médiocres pouvoirs peuvent aujourd'hui tout détruire, mais ne savent plus convaincre, où l'intelligence s'est abaissée jusqu'à se faire la servante de la haine et de l'oppression, cette génération a dû en elle-même et autour d'elle restaurer, à partir de ces seules négations, un peu de ce qui fait la dignité de vivre et de mourir. Ça a été plutôt une catastrophe sur le plan moral. Je lisais les journaux et lui aussi les lisait. Et les journaux étaient tellement, enfin certains, ont été tellement abominables à son égard. Je me souviens de titres, d'articles où on lisait le Nobel couronne une œuvre terminée, etc. Il était trop écorché vif pour ne pas ressentir ce genre d'abomination. Et je vous dis, il y a eu des périodes où il a eu la tentation, j'ai pas dit des tentatives, la tentation du suicide à cause du Nobel, après le Nobel. Et il a surmonté par le travail, comme toujours, par le travail. Pendant 15 ans, Camus a réalisé avec l'absurde et la révolte les 2 premières parties de son œuvre. La troisième, la plus longue et la plus importante, devait être consacrée à l'amour. Il ne se sent pas disponible pour cet immense projet. Harcelé par les sarcasmes des envieux et des professeurs, il s'interroge sur une éventuelle présomption de sa part. Au tragique de l'échec conjugal et aux menaces de la maladie, il acquiert la certitude qu'il lui faut à tout prix quitter Paris. Le Sud, toujours plus au Sud. C'est le salut. Il va d'abord chercher le soleil en Grèce avec les Gallimards, assuré qu'il est d'y trouver le réconfort et la protection des dieux de sa jeunesse.
Maria Casares est présente et c'est une garantie de bonheur. Le Sud, on ne peut pas y passer, il faut s'y arrêter. Camus parvient pour la première fois, dans une sorte de sérénité crispée, à séparer le soleil de l'Algérie. Pour la première fois de sa vie, il ne se sent plus pauvre. Le prix Nobel lui donne les moyens d'acheter une maison à Lourmarin, près de son ami René Char, le poète qu'il place au-dessus de tous les autres. C'est là qu'il prépare, dans une fièvre euphorique, son adaptation des Possédés de Dostoïevski. L'occasion de retrouver dans le théâtre l'innocence de sa jeunesse, le huis clos des amitiés vraies, le lieu où les mots ne se retournent pas dans votre dos. Je n'ai jamais pu renoncer à la lumière, au bonheur d'être, à la vie libre où j'ai grandi. Mais bien que cette nostalgie explique beaucoup de mes erreurs et de mes fautes, elle m'a aidé sans doute à mieux comprendre mon métier. Elle m'aide encore à me tenir aveuglément auprès de tous ces hommes silencieux qui ne supportent dans le monde la vie qui leur est faite que par le souvenir et le retour de bref et libre bonheur. Une phrase de Char, j'ai lu après, et dont je trouve qu'elle est presque un portrait de lui. La lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil. Le 4 janvier 1960, je suis en reportage en Tunisie. On me passe une communication urgente. François Herval me parle. Jean, Camus vient d'être victime d'un accident d'auto. Grave? Oui. Il est mort? Oui. Seul? Non, avec Michel Gallimard. Comment est-ce arrivé? La route était droite, sèche, déserte. Déserte, sèche, droite, c'est le destin. C'est le destin.